première affirmation assez incontestable. Je pense que le mot lui-même, rêve, tu l'as dit, Guy, ça évoque quelque chose de mystérieux. C'est presque un peu magique, ça capte l'attention, ça intrigue, ça fascine. C'est un mot qui, rien qu'à l'entendre, au fond, fait déjà un peu rêver. On ne peut pas y rester indifférent. Le rêve est une activité psychique universelle partagée par tous les êtres vivants, humains comme animaux. D'ailleurs, je m'amuserais presque là à reprendre une phrase assez connue, quoi. L'homme descend non pas du singe, mais il descend du songe aussi. Il ne s'agit pas d'un luxe ou d'un caprice de l'imaginaire. C'est une fonction, on peut dire, essentielle à la fois pour notre équilibre mental, mais également pour notre santé physique. Même si certains d'entre nous affirment ne jamais rêver ou disent ne garder aucun souvenir de leurs rêves, cela ne signifie nullement qu'ils ne rêvent pas. En réalité, tout le monde rêve, absolument tout le monde. Simplement, nous n'avons pas toujours conscience de ce rêve et on ne s'en souvient pas toujours au réveil, peut-être parce qu'il y a justement ce décalage entre le moment du réveil et la fin du rêve, et si le temps est suffisamment ou trop long, eh bien, on ne va pas se rappeler de nos rêves. Bien sûr, il existe des différences et nous, comment dirais-je, nous ne rêvons pas de la même manière. Mais dans les conditions ordinaires, rêver fait partie de la vie, c'est une constante, une nécessité, une énigme également, que la science, comme tu l'as dit, Guy, et la psychologie n'ont pas fini d'explorer. On pourrait dire incontestable, c'est que le rêve vient de l'intérieur. On entend souvent que le rêve serait un message qui serait comme ça, venu d'ailleurs. Dans bien des cultures, on a cru, et certains d'ailleurs le croient encore, hein, qu'il s'agirait d'une sorte de révélation extérieure, soufflée par des esprits, des divinités, des démons même, ou des ancêtres, comme si le rêve un peu nous tombait dessus, comme par magie. Et c'est vrai que certaines représentations culturelles vont un peu dans ce sens. On peut penser par exemple à l'attrape-rêve amérindien, j'en ai un d'ailleurs au-dessus de mon lit, que nous évoquerons un peu plus tard. C'est le symbole d'un filtre entre, on pourrait dire, les bons et les mauvais rêves, laissant entendre que ces derniers viendraient d'un monde extérieur à nous. Mais en réalité, et c'est là notre affirmation, un rêve ne vient pas de l'extérieur, il prend sa source en nous. Et même si, bien sûr, notre vie extérieure ou nos expériences, qu'elles soient heureuses ou douloureuses, influencent les rêves, le monde nous marque et ces marques se retrouvent, bien sûr, dans notre vie onirique. Un rêve, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas un billet pour le futur, on peut dire, mais il peut nous éclairer, même parfois profondément, parce qu'il travaille avec ce que nous avons déjà vécu, avec ce que nous sommes actuellement en train de vivre. Autrement dit, le rêve remanie à sa manière le matériau du passé et du présent. Et il le fait dans un espace de liberté, à l'abri de la censure, dans une langue qui n'est pas toujours évidente, il est vrai, mais toujours, on pourrait dire au sens psychanalytique, mais qui est toujours signifiante. Autrement dit, un rêve, c'est l'esprit humain au travail. Ça, c'est pas magique, c'est psychique. Et c'est pour cela qu'il est précieux de noter nos rêves, de les écouter et peut-être de tenter de les interpréter, car ils sont des productions de notre inconscient, tissées, je dirais, d'imagination et de mémoire. Et ces productions-là, on trouve, et dans ces productions-là, on trouve parfois des pépites, des indices, des éclairages qui peuvent nous aider, au fond, à mieux comprendre notre vie quotidienne, comme nos désirs profonds, ou révéler nos conflits intérieurs. En somme, le rêve n'est pas un message qui est tombé du ciel, c'est un message qui vient de nous et qu'il s'agit d'accueillir et qui peut nous faire grandir. À quoi sert le rêve? Oui, nous savons que rêver, c'est une fonction qui existe depuis la nuit des temps et puis elle est liée au sommeil. Depuis des millions d'années, c'est lié au sommeil. Il servirait à rien de rêver si l'évolution l'avait depuis longtemps supprimé, parce que l'évolution permet de supprimer pas mal de choses qui sont inutiles. Or, le rêve existe encore et existe de plus belle. Alors disons que le rêve est une façon de recréer, de faire émerger et de remettre en scène les émotions, la vie affective et les sensations. Les sensations visuelles, olfactives, toutes les sensations, le cortège des sensations, qu'elles soient positives ou négatives, et ça au cours du sommeil. Et nous avons souvent
aussi éprouver ces sensations et ces émotions dans la vie réelle, dans la vie éveillée, et nous les retrouvons dans le sommeil d'une façon un peu sublimatoire, sublimée. Deuxièmement, le rêve, à quoi sert-il? Eh bien, il sert à monter un film et à le vivre dans un état de conscience modifié dont tu as parlé, dont Lionel Lacache a parlé aussi, et Toby Nathan, c'est un état de transe dans le sommeil paradoxal que tu envisageras tout à l'heure. Et dernièrement, on peut penser aussi que c'est lié au traumatisme, et c'est là-dessus où on peut vraiment travailler avec les rêves qui sont un peu spéciaux, les cauchemars et la maladie des cauchemars, et essayer aussi de les corriger, de les changer et de les dépasser pour pouvoir vivre avec et dans son contexte de vie. Donc, en résumé, à quoi sert le rêve? Eh bien, à nous remettre en question, à nous sublimer la vie réelle et à la rendre en termes de conscience ce qui s'est passé dans la nuit inconsciente à notre insu et que l'on retrouve par le souvenir du rêve. Eh bien, certains neurophysiologistes avancent l'idée que le rêve ne serait en somme qu'un mécanisme de purge psychologique. On pourrait dire une sorte de lessive nocturne destinée à nettoyer notre esprit de tout ce qui, dans la journée, nous a contrariés, heurtés, fatigués, encombrés. Au fond, comme si le rêve venait déprogrammer ce que le contact avec la parfois dure réalité nous a forcés à avaler sans pouvoir vraiment le digérer, qu'il s'agisse d'événements récents ou de réminiscences plus anciennes. Je me rappelle d'ailleurs avoir eu des longues conversations avec David Servan-Schreiber quand on parlait de l'EMDR, que tu connais bien sûr, Guy aussi, et il parlait effectivement de cette métaphore de digérer, que le cerveau doit digérer des événements. Cette notion de digestion, je trouve qu'elle nous parle bien. Et dans cette perspective, le rêve fonctionnerait un peu alors comme une poubelle mentale. On y jette sans vraiment le décider consciemment des émotions qu'on va dire désagréables, des images lourdes. On peut appeler ça les résidus affectifs de la veille. Sorte de décharge émotionnelle pour éviter la saturation psychique. Oui, mais si le rêve est réellement une poubelle, alors que fait-il des bons moments? Est-ce qu'il les jette aussi aux oubliettes? Est-ce qu'on s'en débarrasse au même titre que les contrariétés ou au contraire, les fait-il réapparaître pour mieux les intégrer, les savourer à nouveau, voire en nourrir notre existence diurne? La question mérite d'être posée. Le rêve se contente-t-il d'évacuer ou s'est-il également enjolivé? On pourrait dire recomposer, réenchanter notre quotidien à partir de ses propres matériaux nocturnes. Et ça serait décevant, là, ce que tu viens de dire, moi je le reprends, parce que ça serait quand même décevant que notre vie de rêve, notre vie onirique, à laquelle nous consacrons des années entières dans une vie, ne soit qu'une sorte de poubelle émotionnelle, parce que ça serait vraiment dommage. Alors il a sans doute un peu cette fonction dans le rêve, comme tu le dis, d'enlever un peu les résidus nocturnes, de faire un peu le ménage, mais de remettre en scène les éléments négatifs pour les sublimer, les éléments perturbants de la vie diurne pour les métaboliser. Cette ingurgitation qu'on a fait, cette digestion, bon, il peut y avoir effectivement une métabolisation et une anabolisation pour que on élimine un certain nombre de choses. Mais en fait, c'est pas que ça, parce que le rêve nous aide à comprendre le monde et notre propre psychisme. C'est vraiment important de prendre cette phrase vraiment au singulier, parce que euh, le rêve serait un scénario finalement positif pour faire passer une bonne nuit ou s'éveiller en pleine forme, mais ça peut être aussi un scénario négatif pour avoir un effet sublimatoire qui va nous permettre de mieux vivre la journée. En fait, ce serait même une nécessité que le rêve contienne des éléments mauvais pour effectivement les transformer en une sorte de scénario plus positif dans la vie réelle quand on s'éveille. Voilà, alors là, on revient à notre chère psychanalyse, parce que il faut quand même repréciser des choses pour ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront, et nous verrons. euh, la psychanalyse, c'est véritablement, elle s'est bâtie
avec le rêve. Sigmund Freud, en 1900, enfin c'est paru en 1899, mais vraiment sous le manteau, et en 1900 paraît l'interprétation du rêve de Freud, où il formalise complètement la psychoanalyse, la psychanalyse. Donc il ne faut pas oublier ça. Et dans notre monde de psychologie, de psychanalyse, de psychiatrie, on oublie souvent que le rêve est un élément essentiel pour mieux comprendre l'humain. Alors, pour la psychanalyse, reprenons quelques éléments que tout le monde sans doute connaît, mais on va les reprendre. Le rêve est le gardien du sommeil, ça c'est la position freudienne. Et c'est une voie royale vers l'inconscient, sont les termes mêmes de Freud, c'est-à-dire que c'est le chemin qui mène vers l'inconscient. Dernière affirmation de Freud qu'il a essayé de montrer en clinique, c'est l'accomplissement des désirs qui ont été inavouables et refoulés dans l'inconscient dans la journée. Et puis enfin, bien sûr, c'est un rébut difficile à déchiffrer parce que le travail du rêve, il masque constamment les éléments par, par peur que le surmoi se réveille, que la conscience se réveille et vraiment mettre toute cette activité nocturne sous le boisseau et l'interdisent, et la personne va sans doute pouvoir aussi se réveiller. Donc la conscience est endormie pendant le rêve, et le travail du rêve permet de changer les propos pour que le rêveur soit capable de continuer à rêver à l'abri du ce qu'on appelle le surmoi, la censure. Alors cette hypothèse freudienne présuppose l'existence de l'inconscient. Ce psychisme qui est réprimé pendant la vie diurne va apparaître dans le rêve à l'abri de la censure endormie. Donc pour Freud, bon, ben, ce sont des pulsions sexuelles refoulées. Jung prend un peu de champ par rapport à l'aspect sexuel des pulsions, parce qu'il dit que ce n'est pas seulement des pulsions et pas seulement sexuelles, mais il y a aussi les archétypes qui circulent dans le rêve. Et puis enfin, Lacan, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis Nathan, Toby Nathan, qui lui nous dit absolument que le rêve nous aide à agir, car il serait le brouillon du lendemain.